Rien ne va plus à bord d'un vol entre la Russie et Hong Kong. L'équipage fait son possible pour empêcher l'appareil de s'écraser au sol, 10 000 mètres plus bas. La cause de cette catastrophe, un adolescent de 15 ans pilote l'appareil. Le 22 mars 1994 à Moscou, Eldar Kudrinski, 15 ans, quitte son pays pour la première fois. Il remplit son sac de tous ses gadgets. Eldar, Uncle Volodya is waiting. I'm ready. Come on. Eldar n'est pas un enfant ordinaire. Son père est le commandant Yaroslav Kudrinski, un pilote d'avion de ligne. La famille Kudrinski fait partie de l'élite russe et vit dans un luxe auquel leurs concitoyens ne font que rêver. Okay, let's go. Ah, Captain is here. Now we can take off. Hello, Uncle Volodya. Hello. La ligne aérienne Aeroflot accorde un rabais une fois par année aux familles des pilotes. Le commandant Kudrinski emmène donc ses enfants en vacances pendant 4 jours à Hong Kong. Mom, it won't all fit. Anybody would think we're going for a year. Where is your daughter? Listen to the music in a car. By the time they're our age, these kids are going to be deaf. What? Deaf. Pardon? Le commandant Vladimir Makarov, appelé Volodya par ses amis, est pilote aussi. Il accompagne la famille Kudrinski à Hong Kong et veillera sur les enfants pendant le vol. Madame Kudrinski fera ses adieux à l'aéroport. Eldar, Yana, promise you'll call as soon as you get there. We'll call as soon as we can, okay? Come on. Мы с Ярославом очень любили путешествовать. Yaroslav et moi adorions voyager. Les enfants aussi. Куда-то ездить, что-то. Ils aimaient visiter de nouveaux endroits et apprendre de nouvelles choses. И так сложилось, что... Ils ont sauté sur l'occasion d'accompagner leur père. с отцом. И они с удовольствием согласились. Eldar et Yana ne sont pas seuls à bord du vol 593. La plupart des 63 passagers sont des hommes de Hong Kong et Taïwan qui effectuent un voyage d'affaires en Russie. Les autres passagers, comme Adrian DeVille, arrivent de Londres et ont choisi Aeroflot pour son tarif économique vers l'Asie. Adrian DeVille est le gérant d'une boutique d'appareils photo dans le nord de l'Angleterre. Ce passionné des avions se rend à Hong Kong pour 2 semaines afin de photographier le nouvel aéroport. Il était prêt à aller n'importe où pour prendre des photos des aéroports, surtout si l'aéroport était renommé. Il est allé à Hong Kong pour admirer ce nouvel aéroport. À l'époque, il s'agissait d'une merveille d'ingénierie. Mark Newport, un promoteur sportif britannique, habite à Hong Kong. Mark était dans les forces britanniques. L'armée l'a envoyé à Hong Kong. Il s'est marié là-bas et y a fait sa vie. Je n'avais jamais entendu parler de la compagnie Aeroflot. Mark l'a choisi pour sauver de l'argent. En 1994, la Russie vit d'importants changements. 3 ans auparavant, l'Union soviétique s'est effondrée. Une nouvelle Russie voit le jour derrière les vestiges du rideau de fer. Aeroflot, la ligne aérienne appartenant à l'État, évolue aussi. Elle achète 5 appareils de la compagnie Airbus. Les Airbus A310-300 coûtent 70 millions de dollars. Aeroflot souhaite que ces appareils viennent à bout de sa mauvaise réputation en matière de sécurité. Les Airbus forment une nouvelle division de prestige. Celle-ci comprend des pilotes chevronnés choisis minutieusement par Aeroflot.
Chacun d'entre eux a complété des milliers d'heures de vol, possède un dossier immaculé et parle l'anglais. De plus, ils ont tous eu droit à une formation sur mesure de la part de la compagnie Airbus. Kudryntski et moi avons commencé à travailler à Sheremetyevo en même temps. Nous étions voisins, mais nous nous connaissions à peine. Puis nous avons constaté que nous étions pilotes tous les deux. Plus tard, nous avons suivi ensemble la formation sur l'Airbus A310. Yana et Eldar sont enfin à bord du nouvel appareil dont leur père leur a si souvent parlé. Soyez sages, sinon oncle Volodia vous expulsera de l'appareil. Yaroslav Kudryntski a effectué 900 heures de vol à bord de l'Airbus A310. C'était leur premier voyage outre-mer, mais évidemment, Eldar et Yana avaient déjà accompagné leur père en avion un peu partout à travers la Russie. Ils avaient beaucoup voyagé pour des enfants de leur âge. Le commandant Andrei Danilov prendra les commandes dans les corridors aériens très fréquentés de Moscou. Une fois sorti de la ville, le commandant Kudryntski prendra la relève. À ce moment, Igor Piskarev deviendra son copilote. Les trois hommes sont des pilotes chevronnés. Le poste de pilotage du nouvel Airbus A310 est informatisé au grand complet. Tout comme les appareils à la fine pointe de la technologie, il est doté d'un pilote automatique qui peut prendre les commandes de l'avion pendant de longues périodes. Le vol 593 décolle à 16h39, heure de Russie. Il empruntera bientôt la voie aérienne transsibérienne vers l'est et traversera la Mongolie et la Chine. Le vol se déroule bien. 4 heures après le départ, l'appareil survole Novosibirsk, en Sibérie, presque à mi-chemin entre Moscou et Hong Kong. Mais Eldar et Yana sont trop excités pour dormir. Andrei Danilov fait une pause après avoir parcouru les corridors aériens très passants de Moscou. Le commandant Kudryntski prend la relève. Il dirigera la prochaine étape du voyage. Maîtrisez-vous les commandes? Oui. Tu es réveillé? Oui. Pourquoi? On devrait surprendre ton père. Dans le poste de pilotage? Oh oui. Ça vous plairait? Allons-y. En ce moment, le pilote automatique assure les commandes de l'Airbus à 10 000 mètres d'altitude. La soirée est paisible, mais des événements troubleront cette quiétude. Les pilotes et l'équipage devront tout faire en leur pouvoir pour sauver la vie des passagers. Vous avez des visiteurs importants. Peuvent-ils entrer? D'accord. Entrez. Bonsoir, papa. Voici mon copilote, Igor Piskarev. Bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous de notre nouvel avion? Il est très beau. Il est magnifique. Il est beaucoup plus moderne que nos vieux avions russes. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est le pilote automatique. Il contrôle l'appareil. Tout se fait automatiquement. Prends ma place, d'accord? Tout est calme. Plusieurs passagers dorment. Ils ignorent ce qui se passe dans le poste de pilotage. Papa, je peux tourner ce bouton? Oui. Yana, veux-tu piloter l'avion? Non. Prends le manche. N'aie pas peur. Ne touche aucun bouton. Surtout pas le bouton rouge. C'est le pilote automatique. N'y touche pas, d'accord? Yaroslav Kudryntski tourne le bouton de sélection de cap. Cela lui permet de tourner à gauche sans toutefois couper le pilote automatique. Sa fille croit qu'elle pilote l'avion. L'horizon artificiel montre que l'avion vire sur l'aile gauche. Cet instrument indique au pilote l'équilibre de l'appareil même s'il ne peut pas voir le sol.
C'est toi qui tournais l'appareil. Kudrinski oriente l'appareil selon ses données initiales pendant que le copilote Piskarev appelle le contrôle aérien pour lui faire part de leurs coordonnées. Novokuznets, this is SU-593, flight level 330, heading 105. L'appareil se trouve à plus de 3000 km à l'est de Moscou, au centre de la Sibérie. Sierra Uniform 593, Novokuznetsk, flight level 350, heading 105. Sierra Uniform 593, estimating Zakir at 1759. Eldar prend les commandes. Il attend ce moment depuis longtemps. Je filme le pilote. C'est vrai? Ah ouais. Je peux tourner le manche? Oui, si tu tournes à gauche, où ira l'appareil? Là, à gauche? Oui, regarde à gauche. On regarde toujours le sol en tournant. Contrairement à sa sœur, Eldar a de la difficulté à tourner le manche. Il exerce un peu plus de force sur celui-ci, mais il ne peut pas faire de virage puisque le pilote automatique maintient la trajectoire de l'appareil. Est-ce que l'avion tourne? Tout à coup, le manche tourne facilement. Est-ce que l'avion tourne à gauche? Oui, il tourne. Règle l'horizon artificiel à la position normale. Une fois de plus, Yaroslav Kudrinski tourne le bouton et règle l'horizon artificiel à sa position initiale. Le virage cesse et Eldar croit qu'il ne pilote plus l'appareil. Le commandant choisit le contrôle automatique de navigation, une fonction qui permet à l'appareil de maintenir sa trajectoire vers Hong Kong. Papa? Papa? Mais Eldar tient encore le manche vers la gauche. Une fois de plus, il est raide. Je peux retourner m'asseoir? Pourquoi? Pour t'endormir? Ne cours pas dans l'allée, sinon on sera congédié. Eldar s'amuse en tournant le manche vers la droite. J'irai faire un tour sur la rue Temple. C'est un marché célèbre qui ouvre seulement le soir. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. Eldar est assis dans le siège du pilote depuis à peine 3 minutes. L'avion vire brusquement et l'angle ne cesse d'augmenter. L'avion semble virer seul et personne ne sait pourquoi. On dirait qu'on est dans une zone d'attente. L'avion entame une procédure d'attente. Ah oui? Bien sûr. Selon l'écran, l'avion suit maintenant une trajectoire en arc, tout comme un avion qui exécute une procédure d'attente pour une autorisation d'atterrir. Pendant que l'équipage observe l'écran, l'avion vire encore. Il est à un angle de 45 degrés. L'Airbus n'est pas conçu pour des virages aussi raides. Tout à coup, les barres directrices disparaissent de l'écran principal de vol. L'équipage ne connaît ni la trajectoire ni le cap de l'appareil. L'avion vole à une vitesse de 650 km/h et vire dangereusement. Tout comme dans une voiture de course, le mouvement brusque de l'appareil cloue l'équipage et les passagers sur leur siège. Guys! Le pilote automatique de l'Airbus A310 lui permet de rester dans les airs. Mais tout à coup, le nez de l'appareil monte. La force de gravité empêche Piskarev d'atteindre les commandes. Il fait de son mieux avec une seule main, mais en vain. Piskarev tourne le manche vers la gauche, mais l'avion ne réagit pas. Hold it. Hold the control column. Seul Eldar tient le manche à 2 mains. Il ne peut suivre que des ordres rudimentaires. La force de gravité l'empêche de se lever. Turning to the left. To the left. To the left now. To the right. The other way. I am trying to get left. Okay, get out.
Eldar est sur le siège du pilote depuis à peine 4 minutes. Il ne peut plus se lever puisqu'il a l'impression que son corps pèse 2 fois plus que la normale. Get out! Get out! Kudrinski ne peut rien contre la force de gravité. L'avion plonge vers le sol de la Sibérie et personne ne peut l'arrêter. Crawl out to the back. Get out! Get out! Get out! Le vol 593 d'Aeroflot vers Hong Kong est en péril. There's the ground! Le fils de 15 ans du pilote est aux commandes de l'appareil depuis 4 minutes. L'avion vire dangereusement et perd de l'altitude. Le commandant Kudrinski doit regagner son siège, mais il a peine à se déplacer. L'avion vire si abruptement et si rapidement que la force G exerce une pression 2 fois plus forte qu'à la normale. Les passagers ressentent tous la force G. Le commandant Danilov, conscient du danger, tente de regagner le poste de pilotage. Mais la force G, causée par les mouvements extrêmes de l'appareil, le cloue sur son siège. L'avion n'obéit toujours pas. Une alarme sème la confusion. Elle signale l'arrêt du pilote automatique. Eldar contrôle maintenant l'avion. Comble du malheur, une deuxième alarme retentit. Les moteurs caleront sous peu. Un dispositif automatique de sécurité se met en marche afin de permettre à l'appareil de rester dans les airs. Pour ce faire, l'Airbus pique du nez et plonge vers le sol pour accélérer. L'avion plonge à 200 mètres à la seconde. Les passagers ont l'impression d'être dans un ascenseur en chute libre. En quelques secondes, la force G cède sa place à l'impesanteur. Les passagers risquent de se blesser grièvement. Lorsque la gravité se fera de nouveau sentir, tout ce qui flotte sera projeté au sol. L'avion, qui se trouvait à 10 000 mètres d'altitude, plonge rapidement. Si l'équipage ne maîtrise pas la situation, l'avion s'écrasera dans moins d'1 minute. Piskarev tire sur le manche de toutes ses forces pour interrompre le plongeon de l'Airbus. Le nez de l'appareil pointe maintenant vers le haut et l'avion grimpe rapidement. Le retour de la gravité est brutal. L'avion grimpe et les gens sont coincés sur leur siège et au sol. L'accélération soudaine leur donne l'impression d'être 4 fois plus lourd que la normale. Entre-temps, le copilote Piskarev tente de maîtriser l'avion. Thrust levers too slow! Il a interrompu le plongeon, mais maintenant l'avion monte trop rapidement. Les moteurs de l'Airbus ne sont pas assez puissants pour le pousser de la sorte. L'appareil ralentit brusquement. L'avion continue de monter, mais résiste mal au choc. Le retour de la gravité permet au commandant Kudrinski de regagner son siège. Mais Piskarev a étouffé les moteurs. L'appareil effectue une descente en tire-bouchon. Après avoir atteint une altitude de 6 000 mètres, l'Airbus plonge vers le sol à une vitesse fulgurante de 70 mètres secondes. Full throttle! Pour la première fois depuis le début de la catastrophe, le pilote et son copilote travaillent de concert pour sauver l'appareil. I got it! I have full throttle! Kudrinski actionne les gouvernes de direction qui permettent de ralentir le tourbillonnement de l'appareil. What's the speed? I don't see it. L'appareil ralentit enfin. Grâce aux gouvernes, le pilote a interrompu le plongeon de l'appareil. Coming out! Coming out! Too much speed, he's back on throttle a bit. Après une lutte acharnée, les pilotes ont interrompu le plongeon de l'avion. Mais ils ne maîtrisent toujours pas l'appareil. We'll get out of this. Everything is fine. Easy. Pull backwards a little bit. Puisque la confusion règne depuis 6 minutes, les pilotes ignorent à quelle altitude ils se trouvent. Il est déjà trop tard.
Sierra Uniform 593, this is Novokuznesk Area Control. Please come in. Le contrôle aérien en Russie a perdu le contact avec le vol 593 d'Aeroflot vers Hong Kong. On confirme rapidement leurs craintes. Moins de 2 heures plus tard, les secouristes partent à la recherche de l'Airbus dans les montagnes et les forêts froides de Sibérie. Ils retrouvent les décombres de l'appareil sur un flanc de montagne boisée, environ 100 km à l'est de Novokuznesk. Il n'y a aucun survivant. Les 75 passagers et membres de l'équipage ont rendu l'âme. L'Airbus était un nouvel avion à la fine pointe de la technologie. Pourquoi s'est-il écrasé? Pourquoi n'a-t-il jamais lancé un signal de détresse? Les médias russes posent plusieurs hypothèses, dont celle d'une bombe terroriste. À mon arrivée à Moscou, les médias parlaient déjà d'actes terroristes. Il y avait eu des attaques du genre à bord d'autres appareils. Une seule chose était sûre, il n'y avait aucun survivant. Les autorités ont refusé de dévoiler de l'information. C'est seulement le lendemain de l'écrasement que le directeur d'Aeroflot m'a confirmé qu'il n'y avait aucun survivant. C'était un moment horrible, évidemment. Horrible. J'ai encore peine à y croire. Aeroflot assure le transport des familles des victimes vers Moscou. Brenda Clark, la mère du passager britannique Mark Newport, se rend dans la capitale. J'ai rencontré ma belle-fille là-bas. Je lui ai dit que les autorités nous interdisaient l'accès au lieu. Mais elle m'a répondu que c'était faux. Des Chinois étaient sur place pour accomplir certains rituels funèbres. Elle m'a dit qu'on pouvait aller sur les lieux. On m'avait menti. J'ai exigé qu'on m'emmène sur les lieux, sinon je trouverais une façon de m'y rendre seule. Les autorités russes emmènent les familles des victimes voir les décombres. Les familles des victimes chinoises lancent des messages écrits sur des bouts de papier, d'autres lancent des fleurs. C'était très émouvant. On avait des fleurs, mais eux avaient écrit des messages sur des bouts de papier. Ils les ont lancés, c'était magnifique. On emmène ensuite les familles à la morgue tout près du lieu de la catastrophe. Les corps des victimes s'y trouvent, mais plusieurs d'entre eux ne peuvent être identifiés compte tenu des dégâts causés par l'accident. Les autorités demandent aux familles d'examiner des vêtements retrouvés sur les lieux afin d'identifier leurs proches. Brenda Clark retrouve des photos de famille de son fils. Ébranlée, elle confirme que son fils était bel et bien à bord du vol 593. On entame l'opération de récupération. Le gouvernement russe mobilise 238 soldats, policiers, enquêteurs et secouristes. La catastrophe ébranle l'industrie de l'aviation. Comment un nouvel Airbus a-t-il pu s'écraser sans avertissement? L'Airbus A310 est-il défectueux? Il faut une réponse le plus vite possible. Ivan Mashkivski mène l'enquête. Les lieux de l'accident offrent peu d'indices. Ceux qu'il découvre le laissent perplexe. Des bouteilles de champagne intactes, un agent de bord portant un masque à oxygène et les corps de 2 enfants dans le poste de pilotage. Selon l'enregistreur numérique de données de vol, les moteurs tournaient encore au moment de l'impact. L'enquêteur est donc certain qu'une panne moteur n'a pas causé l'écrasement. Il fait appel à un expert de l'Airbus A310, quelqu'un qui peut reconstituer le vol et découvrir ce qui s'est passé. Vladimir Biryukov est un pilote chevronné et enquêteur d'accident à l'Institut Gromov à Moscou. Il est aussi expert de l'Airbus A310. Il a participé à l'évaluation et à la certification de l'appareil avant que le gouvernement ne l'achète.
Sur le coup, cet accident m'a ébranlé. Comment une telle catastrophe avait-elle pu se produire? Je savais que l'appareil s'était écrasé en Sibérie. Je n'ai pas dormi de la nuit car je songeais à ce terrible accident. Je me demandais ce qui avait bien pu se passer. Il fallait absolument élucider ce mystère. Oui, entrez. Vous feriez mieux d'écouter ceci. Chaque enquête débute par une analyse complète de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage, le CVR. Celui-ci dévoile des faits troublants. Now, come and sit in my seat. Would you like to? Come on. Daddy, can I turn these? Yeah. Kudryński pilotait l'avion, n'est-ce pas? Selon le schéma, oui. Can I turn this a bit? Yeah, but if you turn it to the left, where will the plane go? Left. Right. Look out. Ah, non. Encore. Je peux tourner le manche? Oui. Si tu tournes à gauche, où ira l'appareil? Il y a 10 ans, on invitait fréquemment les passagers à visiter le poste de pilotage. Évidemment, depuis la catastrophe du 11 septembre, ce n'est plus le cas. On verrouille les portes du poste de pilotage. Chaque pays établit ses propres règles concernant l'accès au poste de pilotage. Dans certains pays, la décision revient au pilote. Il peut donc inviter qui il veut. Mais le pilote ne cède jamais les commandes à un passager. Jamais cela ne s'était produit auparavant. L'enregistrement étonne les enquêteurs. C'est incroyable. On croyait que l'impact avait projeté ses enfants dans le poste de pilotage, mais ce sont les enfants de Jaroslav Kudryński. Et il pilotait l'avion. Encore. Les enquêteurs sont stupéfaits. Pourquoi 3 pilotes chevronnés avaient-ils cédé les commandes à 2 enfants? Mais ce n'est pas tout. Les enfants ne sont qu'une partie du problème. Une caractéristique méconnue de l'appareil pourrait avoir entraîné l'accident mortel. Why is it turning? Is it turning by itself? Turning to the left. The other way. The other way. To the left now. To the right. The other way. I am turning it left. Okay, get out. Get out. Get out. Get out. Come on. Get out. Get out. Get it left. The ground is right there. Les enquêteurs russes analysent des données de l'enregistreur de conversation du poste de pilotage du vol 593 d'Aeroflot qui s'est écrasé en Sibérie. Le résultat les glace d'horreur. Full throttle. Got it. Got full throttle. Full throttle. No. On doit se mettre dans la peau du père. Il était très fier et a invité ses enfants dans le poste de pilotage. Il enfreignait les règlements, mais ce genre de choses se produit vraiment. Je refuse de le défendre ou de le condamner, mais il faut plusieurs facteurs pour causer de telles catastrophes. C'est la combinaison de ces facteurs qui cause des accidents de la sorte. Mais cette fois, il semble y avoir une seule cause. Un enfant aux commandes de l'avion. Cette révélation secoue la direction d'Aeroflot. No, I think it would benefit it. La pression sur les enquêteurs est énorme. Les médias ont appris qu'Eldar pilotait l'avion au moment de la catastrophe. Aeroflot, qui tente de redorer son blason, veut minimiser les dégâts. Boris Rybak est un ingénieur en aérospatial de Moscou. La direction d'Aeroflot a tenté de dissimuler les résultats de l'enquête et de minimiser la gravité de cet accident pour éviter l'humiliation.
La direction d'Aeroflot n'est pas la seule à surveiller de près le dénouement de l'enquête. Airbus, le fabricant de l'avion, est aussi aux aguets. Ivan, tu as l'air agité. Que se passe-t-il? Rien du tout. Si Eldar a causé l'accident, Airbus sera innocenté. Les familles des victimes désirent aussi des réponses. Tu en es sûr? Ivan Mashkivski et son équipe doivent marcher sur la pointe des pieds. Les écrasements sont toujours causés par plus d'un facteur. On doit l'y trouver. Je ferai de mon mieux. La réputation d'Ivan Mashkivski, d'Airbus et d'Aeroflot dépend de cette découverte. Il s'agissait d'un vol international à bord d'un appareil fabriqué par une compagnie occidentale. Il était inévitable que l'enquête menée par les autorités et les questions soulevées par les avocats des plaignants dévoilent certaines informations. Le fabricant Airbus était impatient. Il désirait une explication à tout prix, car la réputation de son appareil était en jeu. Je me suis insurgée contre le traitement qu'Aeroflot nous a réservé suite à l'accident. On ne nous disait rien et on niait toute responsabilité. Je voulais juste savoir pourquoi mon fils était mort. Je voulais savoir comment les pilotes avaient pu commettre une telle erreur. Mais Aeroflot refusait de répondre à nos questions. Chaque fois que nous cherchions des réponses, la compagnie nous évitait. Les familles des victimes ne sont pas les seules à chercher des réponses. Vladimir Biryukov tente désespérément d'éclaircir les circonstances de l'écrasement. En analysant les informations recueillies par l'enregistreur de données de vol, il peut reconstituer chaque geste des pilotes pendant le vol. Nous voulions découvrir la vérité. Nous cherchions à savoir pourquoi l'appareil s'était écrasé. C'était la première catastrophe d'une ligne aérienne russe impliquant un appareil fabriqué à l'étranger. L'enquête confirme que le pilote automatique fonctionnait lorsque l'équipage a éprouvé ses premiers ennuis. Malgré la présence des enfants, l'avion aurait dû poursuivre sa trajectoire comme prévu. Que s'est-il passé? Bon, quoi de neuf? La fille de Kudrynsky n'est pas en cause. Elle n'a jamais touché aux commandes. À 17h47 et 6 secondes, le commandant Kudrynsky lui a dit de ne pas toucher au pilote automatique. Son père avait programmé le pilote automatique pour tourner tandis que Yana tenait délicatement le manche. Oh, c'est toi qui tournais l'appareil. Mais Vladimir Biryukov constate qu'un événement dramatique s'est produit lorsqu'Eldar a pris les commandes de l'appareil. Personne n'aurait pu prédire un tel événement, même pas les trois pilotes. L'enquêteur a peut-être enfin élucidé cette affaire. Selon l'enregistreur de données de vol, l'autopilote s'est partiellement désactivé 2 minutes et demie avant l'écrasement, alors qu'Eldar était aux commandes de l'appareil. C'est à ce moment précis que les ennuis ont commencé. Mais comment cela s'est-il produit? Le pilote automatique est un ordinateur sophistiqué qui contrôle la vitesse, l'altitude et le cap de l'avion. L'altitude et le cap dépendent de 3 éléments. La gouverne de direction, qui contrôle les mouvements latéraux, les gouvernes de profondeur, qui contrôlent les mouvements verticaux, et les ailerons qui permettent à l'appareil de tourner. Le pilote automatique ne contrôlait plus les ailerons. Il y a quelques années, les avions étaient munis d'un pilote automatique tout ou rien. Les avions modernes sont beaucoup plus sophistiqués. On peut désactiver individuellement certaines fonctions du pilote automatique sans tout arrêter. Si l'on veut tout désactiver, on peut le faire aussi. L'enquêteur Biryukov s'inquiète. L'enregistrement des conversations du poste de pilotage n'indique pas comment le pilote automatique a été partiellement désactivé. S'il s'agit d'un défaut de fabrication, la sûreté des autres Airbus est en jeu. Pour en avoir le cœur net, il faut reconstituer l'accident à l'aide d'un simulateur de vol au bureau chef d'Airbus à Toulouse, en France.
L'enquête dépend énormément de l'expérience de pilotage de Vladimir Biryukov et de son expertise de l'Airbus A310. Grâce aux informations provenant de l'enregistreur de données de vol, il reconstitue les événements à partir du moment où le commandant Kudrynski a permis à son fils de prendre les commandes. Un copilote reproduira chaque geste d'Igor Piskarev. Regarde à gauche. On regarde toujours le sol en tournant. Contrairement à sa sœur, Eldar tourne le manche avant que son père ne programme l'ordinateur pour tourner. Les commandes sont raides car Eldar lutte contre le pilote automatique. Dans le simulateur de vol, l'enquêteur Biryukov reproduit chaque geste d'Eldar. Non. Le manche commence à tourner. Il tourne. Oh oui. Voilà. Si l'on tourne assez longtemps, on désactive le pilote automatique. Combien de temps? 30 secondes. Il se désactive facilement. Sans avertissement? Non. L'équipage et les enfants l'ignorent, mais il s'agit d'un moment critique. Eldar parvient à désactiver partiellement le pilote automatique. 30 secondes plus tard, Eldar contrôle les ailerons. Il pilote bel et bien l'appareil. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. L'enquête s'avère plus complexe qu'elle ne semblait au départ. L'adolescent n'est pas la seule cause de l'écrasement. La découverte expose des lacunes importantes dans la formation des pilotes d'Airbus A310. I got it. I have full throttle. L'enquêteur Vladimir Biryukov élucide enfin les événements qui ont causé l'écrasement du vol 593 d'Aeroflot. Le fils de 15 ans du commandant Kudrynski a tourné le manche, s'opposant ainsi au réglage du pilote automatique. Sans avertissement, le pilote automatique des ailerons a été désactivé. Ceux-ci contrôlent la direction de l'appareil. Si l'on tourne assez longtemps, on le désactive. Combien de temps? L'appareil a viré vers la droite dans un angle de plus en plus abrupt. Mais pourquoi n'a-t-on pas constaté que l'on avait désactivé le pilote automatique? Fait étrange, aucune alarme ne se déclenche si l'on désactive accidentellement le pilote automatique. Les avions russes possèdent une alarme qui sonne dans ce genre de situation. Je crois que le commandant a permis à son fils de toucher au manche, croyant que s'il désactivait le pilote automatique, un signal d'alarme l'en aviserait. Mais l'Airbus A310 n'a qu'un signal lumineux pour indiquer que l'on a désactivé le pilote automatique. Aucune alarme ne sonne. L'équipage russe ignorait cela. De plus, il croyait que le pilote automatique fonctionnait encore puisqu'il contrôlait les autres commandes de l'appareil. L'avion vire sur l'aile, mais la situation n'est toujours pas critique. L'équipage peut encore stabiliser l'appareil grâce aux manœuvres appropriées. Eldar est le premier à remarquer l'angle de l'horizon artificiel. Pourquoi l'avion vire-t-il? Il vire seul? Mais oui. Les trois pilotes ne comprennent pas, puisque le commandant Kudrynski avait réglé le cap de l'avion avec le pilote automatique. Vladimir Makarov offre une première explication. On dirait qu'on est dans une zone d'attente. L'avion entame une procédure d'attente. Ah oui? Bien sûr. J'augmente l'angle d'1 degré à la seconde. 27 degrés. On entre dans la zone d'attente. Qu'est-ce que c'est? Un arc apparaît à l'écran. Il ressemble à la trajectoire que suivrait un avion en attendant d'atterrir. Un arc est apparu à l'écran. Il ressemblait beaucoup à l'arc qu'un avion suit lorsqu'il entame une procédure d'attente. Lorsqu'il y a trop d'avions qui doivent atterrir au même aéroport, ceux-ci suivent la trajectoire d'un arc en attendant l'autorisation nécessaire.
Une telle zone ne peut exister à cet endroit. Pourtant, on entend un des pilotes dire qu'il est dans une zone d'attente. Cette fausse zone d'attente distrait l'équipage pendant 9 secondes, ce qui suffit à envenimer la situation. L'Airbus vire à 45 degrés, un virage beaucoup trop brusque. Il ne peut virer à un tel angle tout en maintenant son altitude. L'avion tombe rapidement. Mais le pilote automatique ne maîtrise plus les ailerons. Il tente de compenser la situation en remontant le nez de l'appareil et en accélérant. Ce mouvement cloue les passagers sur leur siège. Les moteurs caleront sous peu et l'appareil tremble comme une feuille. Hold it. Just hold it. Une partie du tableau de bord s'éteint, indiquant que l'avion surpasse ses limites. Il est impossible de maîtriser l'Airbus. Grâce à la reconstitution, l'enquêteur Biryukov constate qu'une erreur de jugement et un manque de concentration ont causé la catastrophe. Mais l'équipage aurait-il pu sauver l'appareil et ses passagers? Les pilotes du vol 593 ont tenté d'interrompre la descente en remontant le nez de l'avion, mais celui-ci a grimpé trop rapidement et ses moteurs ont calé. On tombe rapidement. On descend, tire-bouchon. On fait quoi? L'avion cesse de tournoyer. L'avion se stabilise. Il cessera de plonger dans quelques instants. Les pilotes n'avaient qu'à relâcher le manche. L'avion est muni d'un mécanisme de survie qui empêche les moteurs d'étouffer même à vitesse réduite. Mais les pilotes n'en savaient rien. Les enquêteurs ont tout fait pour mener une enquête juste et honnête. Grâce à leur persévérance, ils ont prouvé qu'une combinaison de facteurs a causé la catastrophe. De plus, ils ont dévoilé des lacunes dans la formation des pilotes de l'Airbus A310. Ceux-ci ignoraient que l'on pouvait désactiver partiellement le pilote automatique. Cette caractéristique existe encore dans l'Airbus pour permettre aux pilotes de contrôler certains aspects du vol tout en laissant l'ordinateur faire le reste. Mais l'équipage de ces appareils en est maintenant conscient. Le commandant Kudrinski a eu la malchance de mettre au jour cette caractéristique dans des circonstances nébuleuses. Moins d'1 an plus tard, l'industrie offre une formation aux pilotes. Ceux-ci apprennent à se sortir de situations dangereuses comme celle survenue à bord du vol 593 d'Aeroflot. Cette tragédie a contribué à améliorer la sécurité des équipages et des passagers. Mais pour les familles et les proches des victimes, la catastrophe reste gravée dans leur mémoire. La dépouille d'Adrian DeVille est l'une des 23 qui n'a jamais été identifiée. Les autorités russes ont incinéré ces 23 dépouilles ensemble. Je me dis qu'il dormait et qu'il n'a rien senti. L'équipage de l'Airbus repose au cimetière de Mitinsko à Moscou, près des pompiers qui sont morts en luttant contre l'incendie de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Yana et Eldar sont inhumés aux côtés de leur père. Je peux imaginer la terreur qu'ils ont dû ressentir. Mon mari savait que non seulement la survie des passagers dépendait de lui, mais aussi celle de ses enfants. Oui, il a enfreint les règlements. Mais somme toute, il s'agit d'un accident exceptionnel qui relève d'une simple coïncidence. Je peux accorder mon pardon aux pilotes ainsi qu'aux enfants, car ils sont innocents. Le commandant avait 39 ans et il a mené une carrière exemplaire. Ce sont les 5 dernières minutes de sa vie qui ont viré au drame. Les enfants n'auraient jamais dû se trouver dans le poste de pilotage.
Il est trop tard pour sauver mon fils, mais on évitera peut-être une autre catastrophe de ce genre.